Merci de nous rejoindre. Il y a tout juste un an, la dissolution renvoyait chez eux 155 députés battus aux élections législatives. Comme pour n'importe quel élu, leur défaite a été un moment brutal et le retour à la vie professionnelle pas forcément évident. Alors, que devient-on après la politique? Avoir exercé un mandat, est-ce finalement un atout pour une reconversion? Un véritable statut de l'élu est-il aujourd'hui nécessaire pour garantir encore les vocations? C'est notre débat de la semaine. Bienvenue dans Dimanche en politique. Et avec nous pour débattre aujourd'hui, deux invités. Isabelle Callennec, députée européenne LR, conseillère régionale. Vous avez été également maire de Vitré, députée d'Ille-et-Vilaine, battue en 2017 après la vague Macron. Justement, après cette défaite, vous avez dû rebondir et vous avez travaillé notamment dans le secteur du logement. Vous nous raconterez votre expérience. Avec nous également Xavier Compin, maire de Ploie depuis 4 ans, proche du Parti communiste. Vous avez notamment créé le collectif Territoire en résistance pour le grand âge. Vous êtes expert agricole de profession. C'est important de le signaler. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Pour lancer notre discussion, je vous propose un premier reportage. On va un peu remonter dans le temps. Au lendemain du deuxième tour des dernières élections législatives, organisée après une dissolution surprise. Elle a pris de court de nombreux députés qui venaient juste de commencer leur mandat. Certains ont été battus. Du coup, plus de bureaux, plus de badges, plus d'équipes, plus d'agenda. Mais l'obligation de rebondir professionnellement. Regardez ce reportage signé Sabri Soltani. Il pensait porter son écharpe tricolore de député pendant 5 ans. Mais Pierrick Berthelot, ex-élu du RN, a été battu en juillet. Aujourd'hui, il ferme sa permanence. Amer, il doit gérer les conséquences de sa défaite. C'est les fermetures de la permanence, la vente du matériel, les séparations de nos collaborateurs qui, comme pour Caroline, est là depuis le début du mandat, donc depuis plus de 2 ans. Il avait 5 collaborateurs qu'il a dû licencier. On avait déjà eu des bruits de couloir d'une dissolution il y a quelques mois. On s'était plus ou moins préparé à l'époque. Là, celle-ci, moi, j'étais pas prête de toute façon. Le désormais ex-député garde un pied en politique. Il est conseiller régional et mise sur une nouvelle dissolution pour regagner son siège de député. En attendant, il ressort son uniforme de marin dans une société privée, son métier d'avant. En fait, c'était les habits que j'avais quand j'étais marin avant d'être élu député il y a 2 ans. Et donc, d'ici quelques semaines, je reprendrai du service. Guillaume Vulté, lui, se retrouve au chômage. Il a subi la vague qui a emporté 70 députés Renaissance. Donc là, c'est votre CV. C'est mon CV, parce qu'il faut trouver du travail. C'est normal de ne pas être député toute sa vie, de retourner à la vie civile. L'ancien consultant vient de postuler pour devenir professeur dans une grande école. Il a ajouté député à son CV. Alors c'est plutôt un avantage pour l'instant. Alors certes, on n'est pas dans le bon camp, puisque si on n'a pas été élu, c'est qu'on n'est pas dans le bon camp. Mais on a quand même une expérience. Un député battu est indemnisé par une caisse de l'Assemblée nationale s'il est sans emploi. 4 353 € bruts mensuels, dégressif à partir de 6 mois. La durée maximale est de 18 à 36 mois en fonction de l'âge. Mais il est bien difficile de se débarrasser du virus de la politique. Encore plus quand il tombe sur des électeurs qui ont cru en lui. Il reviendra. Les bons, ils reviennent. C'est ouvert, ouais. Vous, ça donne envie de continuer aussi, ouais. Ça motive sur la suite. Ils sont 155 députés sortants à avoir vu leur mandat écourté par la dissolution. Isabelle Callennec, ces images, ces paroles doivent vous remémorer de mauvais souvenirs? Oui, ça me rappelle 2017. Voilà, 18 juin 2017, pourtant bien implanqué localement, pourtant vice-président de votre parti, Les Républicains. Vous êtes battu. Ça a été violent, psychologiquement? Violent, mais certainement pas autant que ceux qui ont vécu la dissolution. Comme vous l'avez dit, moi, j'avais fait une campagne. J'ai été élue pendant un mandat à l'Assemblée nationale. Quand je faisais campagne, les gens me disaient on vous aime bien, on vous apprécie, vous travaillez. Par contre, on va donner une majorité au président qui vient d'être élu, en l'occurrence Emmanuel Macron. Comme chacun sait, j'avais fait la campagne de François Fillon et jusqu'au bout. Pour certains, ça m'a donné tort, entre guillemets. Je n'ai pas appelé à voter Emmanuel Macron. Je ne le regrette toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais effectivement, je savais que je prenais des risques. Donc au premier tour, quand vous avez 10 points de moins que votre concurrent, ça va être difficile au deuxième. Donc je me suis quand même battue pendant une semaine pour aller chercher les voix. Mais effectivement, le résultat a été sans appel, 47 à 53. Il se passe quoi le lendemain d'une défaite? Il y a vraiment un sentiment de vide?
Non, Non. pas chez moi, Non. parce que je suis quelqu'un qui réagit, qui rebondit. Vous savez, je suis une sportive. Dans le sport, on sait gagner, on sait perdre, en équipe ou tout seul. Et donc, moi, contrairement à certains de mes collègues qui ont pris le temps de l'été pour réfléchir, immédiatement, je me suis mise à rechercher du travail. Je ne me voyais pas attendre la fin de l'été pour commencer à réfléchir. J'avais besoin de continuer à sentir que je pouvais être utile. Et il vous restait un mandat, celui de conseillère départementale. Il me restait en effet un Vous mandat vous de êtes dit conseillère quoi? Ça ne départementale. suffira pas pour... C'est même pas ça, un mandat de conseillère municipal ou un mandat de conseiller régional ou départemental. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes que conseiller. Donc, dans ce mandat-là, j'avais besoin de retrouver un travail pour être utile. Et c'est pour ça que j'ai repris mon bâton de pèlerin immédiatement. Vous avez la chance, quand vous êtes élu, parce que c'est une chance, tout le monde ne l'a pas quand on se retrouve au chômage, d'avoir un carnet d'adresses. Donc moi, j'ai informé tous ceux qui me connaissaient que j'étais en train de rechercher du travail. Et la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire à Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. Vous voulez nous expliquer tout ça. Xavier Compin, est-ce que quand on fait de la politique, on se prépare toujours à une défaite? Vous êtes maire depuis 4 ans, vous êtes dans un rythme effréné. Est-ce que, je ne sais, vous allez nous dire ce que vous allez vous représenter en 2026? Je ne vais pas le dire ce soir. Je suis au travail. Mais est-ce que vous y pensez, ça aussi, à une possible défaite? Est-ce que vous pesez le pour et le contre? Est-ce que ça vaut le coup que je me réengage dans un deuxième mandat avec peut-être à l'issue une défaite? Ce n'est pas une démarche individuelle, en fait. Ouais. Ce n'est pas notre personne qui importe. On est d'une dynamique, on va au bout des projets, il y a une fin, il y a un début de mandat, mais ce qui est important pour nous, c'est de réaliser pour la population les projets, ceux qui sont encore... à finir, ceux qu'on va inaugurer dans quelques jours, mais il n'y a pas une vision individuelle du moi, qu'est-ce que je vais devenir. À l'inverse, ma bataille, mon expression aujourd'hui avec vous, c'est pas celle de Xavier. Hein. Vous l'avez cité, c'est celle des nombreux maires que je rencontre sur la Bretagne et au-delà maintenant, tous ceux qui sont engagés sur la santé, les EHPAD et puis d'autres. Le sujet, c'est qu'à l'inverse, et merci d'avoir cité qu'on avait un métier dans la vraie vie, c'est celui-là le combat en fait. C'est quelque part un mandat qui est tellement grignotant, et je le dis souvent, quand on n'est ni retraité ni riche, c'est un vrai sujet. On n'a pas une vision condescendante avec nos gens. Moi, ce n'est pas mes gens, la population, c'est mes semblables, c'est la population, c'est charnel, c'est chaleureux. Mais mon combat d'aujourd'hui, comme tous les maires en exercice, c'est de reconnaître aussi qu'on a une activité. Ou alors, ça sera le sujet d'après, ou alors il faut que l'État indemnise correctement ses maires. Est-ce qu'on est dans l'illusion de l'invincibilité, je vais y rêver, quand on est dans l'action? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas d'arrogance. Je pense qu'il n'y a pas d'arrogance et beaucoup de respect avec Madame la députée européenne, parce qu'on a échangé là-dessus. Les maires ne sont pas là-dessus. On fait du consensus tous les jours, on fait de la concorde. Et pour connaître aussi un peu le Parlement européen, pour avoir fait ça d'une autre vie professionnelle, et on peut se dire qu'effectivement, il y a des spectacles dans le Parlement national qui est bien loin de la vraie vie. Je parle de violence psychologique, Isabelle Le Callennec. Vous avez un tempérament, vous êtes combative, vous l'avez dit. Certains ont mal vécu cette défaite. Est-ce qu'il faut accompagner de manière un peu plus présente psychologiquement les élus battus? Est-ce qu'il faudrait une cellule d'écoute, par exemple? Alors d'abord, notre première cellule d'écoute, c'est notre famille. Ouais. Et donc moi je rends hommage aux familles qui nous soutiennent, parce que si on a la chance de pouvoir s'engager en politique, c'est quand même qu'on a des conjoints, des enfants qui nous portent et des amis. Moi j'ai toujours considéré, quand j'ai été députée, c'était un CDD. Je le disais et je le répétais. Et toute ma vie professionnelle, en fait, j'ai eu des CDD. Donc on sait, comme vous l'avez dit, qu'il y a un début, il peut y avoir une fin. Par contre, c'est vrai que quand on a le sentiment de servir, on a envie de continuer. Maintenant, c'est la démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Alors effectivement, après, moi je pense qu'il faut avoir conscience qu'on est utile à un moment donné de sa vie à cet endroit-là, et parce que les personnes vous ont fait confiance, mais qu'il y a 1001 manières de s'engager, 1001 manières d'être utile à son entreprise, à son syndicat, à sa municipalité, au pays, à l'Europe. Alors vous avez parlé de contrats à durée déterminée. Justement, parlons justement des parlementaires. Quand il y a CDD, il y a indemnité. C'est le cas aussi pour les parlementaires. Il y a le fonds d'assurance mutuelle dégressive et différentielle, on va rentrer dans les termes techniques, qui permet
de vivre encore quelques mois, jusqu'à 36 mois, je crois, selon l'âge. Est-ce que c'est suffisant? C'est 57% de l'indemnité parlementaire. Ça vous semble suffisant comme parachute financier, on va dire? Moi, je trouve qu'il faut qu'on soit conscient que tout le monde n'a pas le bénéfice de ces avantages. Je trouve qu'avoir une couverture lorsqu'on est au chômage, parce qu'on est au chômage, moi j'étais donc cadre dans le privé, donc je me retrouve au chômage, avoir une couverture chômage forte, parce qu'on est assuré pendant plusieurs mois, c'est plutôt une bonne chose et j'espère qu'on peut l'avoir pour tous les salariés. Parce que du jour au lendemain, vous avez quand même votre loyer à payer, vous avez quand même peut-être un emprunt à rembourser, vous avez peut-être des enfants qui font des études. Et donc, je pense qu'il faut une indemnisation forte. En revanche, moi, je suis très favorable à la dégressivité. Dans mon cas, je me suis dit, j'ai 6 mois pour essayer de retrouver un travail qui me plaise, qui a du sens, puisque aujourd'hui, on cherche du travail qui a du sens. Et après, si c'est dégressif, eh bien, je prendrai ce qui se présentera. Et j'ai tellement dit, en tant qu'élu dans le Pays de Vitré, qu'il y avait du travail, que je me le serais appliqué à moi-même. C'est venu plus vite, tant mieux pour moi. 1er octobre, j'ai été réembauchée. Vous allez nous en expliquer. effet, il faut, à mon avis, s'y préparer, avoir une assurance, parce que, en effet, ça peut se présenter, et se rassurer effectivement sur l'avenir. Xavier Compain, j'ai vu que pour les maires, il n'y avait rien de prévu. Quand un maire est battu, il n'y a pas d'indemnité. Oui, d'ailleurs, je suis quelqu'un de très poli, vous savez bien, et très affectif. Mais alors, 2 solutions en langage du tout-terrain, soit c'est le foutage de gueule, en étant un peu plus lisse, c'est une arlésienne. Effectivement, en fait, le débat d'aujourd'hui, globalement, c'est le statut de l'élu. On va en parler, mais le fait de... Là, déjà... C'est le statut de l'élu local. Un maire d'une petite commune n'a pas de grosses indemnités. Et il n'y a rien derrière après. Il n'y a rien derrière, et même sur la strate des 5, 10, 12 000 habitants. Et vous évoquez en fait la question, et de ma part à moi, c'est pas... Évidemment, je suis un républicain convaincu, avec des convictions de gauche, mais dans l'espace républicain. Il y a le monomandat. Et moi, je pense à toutes celles et ceux qui ne sont que maires. Et celles qui sont que maires, et si des fois demain ils ne repartaient pas, ou s'ils se trouvaient effectivement battus, d'un seul coup, c'est plus rien. C'est plus rien d'arrêter à peu près ton boulot. On te remercie, au revoir. Et le sujet, moi, la colère que je porte, c'est celle des élus de terrain de premier niveau, maire ou de Comcom. Il n'y a rien pour nous. C'est le grand néant. Et en même temps qu'on pose la question de l'après, d'abord pour qu'il y ait un après, il faut avoir été. Et le sujet aujourd'hui, c'est le pendant. C'est le pendant des élus locaux. On va en parler. Juste, on va revoir quelques images de vous, Isabelle Le Callennec, au lendemain de votre défaite. On vous avait suivi lors d'un reportage, justement dans votre recherche d'emploi. On vous voyait là avec une conseillère... je ne sais pas si c'était France Travail ou un cabinet privé. Justement, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été lâché par l'Assemblée? Il y a eu du coaching, il y a eu une aide pour le CV, il y a eu des choses concrètes? Moi, je n'ai rien attendu de l'Assemblée nationale. Ça existe? Effectivement, je ne crois pas. Mais je pense qu'il faut qu'on se prenne en main. Et encore une fois, on est plutôt privilégié quand on cherche du travail. Donc, inscrite effectivement à Pôle emploi à l'époque, France Travail. On refait son CV, ça a été très bien dit. On ne l'a pas fait depuis quelques années. On commence, et ça, c'est vrai que c'est douloureux, par licencier ses collaborateurs. Donc, quand on a quand même une petite équipe, c'est assez difficile. Et puis, surtout, on fait son bilan de compétences. Parce qu'on a acquis des compétences au fil des années et on essaie effectivement de pousser la porte de ceux qui accepteront de nous écouter, de nous entendre, parce qu'on a un profil un peu particulier. Alors, quand même. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que le réseau qu'on a construit, quand on a été député, est-ce que le carnet d'adresses, là, joue? Immanquablement. Voilà, ça, donc là, vous avez joué retravaillé avec Benoît Apparu, qui était secrétaire d'État au logement, qui est parti dans un organisme parapublic qui s'appelle Action Logement. Exactement. Vous l'avez rejoint. En fait, ça a joué. Pendant la campagne des présidentielles, j'étais très engagée auprès de François Fillon. J'ai rencontré énormément Benoît Apparu, lui, de était plutôt dans la partie Juppé. Et en fait, j'ai été, entre guillemets, repérée parce que, effectivement, je travaille, j'ai des convictions et on s'est posé la question de savoir, il y avait un poste qui se crée à Action Logement Immobilier sur le développement social dans les quartiers prioritaires de la ville. J'avais suivi les questions de logement depuis des années et donc on m'a proposé ce poste qui était en création. Par contre, j'ai employé mon énergie à prouver que j'étais pas là parce que j'étais pistonnée, que j'étais là parce que j'avais des compétences, que je pouvais les mettre en action et dans un domaine qui m'était cher, qui est le logement social. Avoir une étiquette politique aujourd'hui, est-ce que c'est un handicap pour retrouver du travail ?
Je sais pas, mais on le disait, en fait, on ne s'est pas découvert soudainement un matin élu, parce qu'on voulait quelque part ou un peu avoir de la lumière ou briller. C'est pas ça du tout. On se connaît depuis des décennies maintenant, mais on est très jeunes, mais on a des parcours d'engagement. Le mien était le monde de l'agriculture, l'exploitation agricole, le syndicalisme agricole, etc., des cheminements, experts, un peu d'Europe, un peu de collaborateurs. Je crois qu'en fait, l'étiquette, elle n'est pas spécialement pénalisante. Hein. Ce qui compte, je crois, c'est la volonté d'être sur une trajectoire, de vouloir servir, et il y a une continuité. Je ne crois pas du tout, moi, l'élu qui se relèverait le matin en disant « Tiens, soudainement, j'aime la population et je veux être élu ». J'y crois pas un instant. Je voudrais qu'on regarde le dessin de la semaine préparé par Loïc Schwartz. Regardez, on y voit un élu visiblement en manque d'amendements, un parlementaire en manque d'amendements. Est-ce que ce n'est pas une tentation aussi pour beaucoup d'élus qui galèrent à retrouver une reconversion professionnelle, de chercher un autre mandat, de cumuler les mandats aujourd'hui ? C'est possible, mais encore une fois, pour ce qui me concerne, moi, j'étais repartie dans le privé, et c'est parce que des élus de la ville de Vitré, lorsque Pierre Méry a décidé de ne pas se représenter à la mairie, parce que des élus sont venus me chercher, que j'ai pris effectivement la tête de liste et que on s'est présenté à la mairie. Vous aviez eu la tentation de tout abandonner ? Oui. J'avais eu la tentation de tout abandonner parce que dans le métier que j'exerçais chez Action Logement, j'étais de nouveau utile et je pensais servir à quelque chose avec ce souci effectivement de mettre en place des convictions dès lors que c'était partagé par la gouvernance de l'entreprise. Donc j'étais partie à faire autre chose. J'ai été rappelée effectivement par la politique et du coup on s'est présenté à la mairie de Vitré. J'ai constitué une équipe. On a gagné dès le premier tour. Je pense que les Vitréens qui avaient voté en 2017 et qui trouvaient que ça avait été peut-être un petit peu injuste, cette défaite que j'avais vécue en 2017, sont venus voter pour nous en 2020. Et voilà, c'est reparti comme ça. Mais je pensais être maire, peut-être ne pas abandonner mon activité professionnelle, mais dès lors que j'ai été élue en plus à Vitré Communauté, j'ai de nouveau dû arrêter mon activité professionnelle pour ne plus être que maire et présidente de Vitré Communauté, parce que comme vous l'avez dit, et je pense que c'est très important, il faut faire la différence entre ceux dont c'est la seule activité, et ça devenait ma seule activité, et ceux qui ont la possibilité d'avoir un travail à côté d'un mandat. Xavier Compain, le mandat de maire crée une dépendance à l'action, une dépendance au contact avec les gens. Vous voyez retrouver votre métier, vous, d'expert agricole ? Ah je le fais. Oui, mais à plein temps. Je ne le quitte pas. Je m'autorise à le conquérir, mais à plein temps. En fait, on a 2 ou 3 plein temps. Nous, on est des hyperactifs, les maires. Et puis, si ça vient... Voilà, nous, on ne fait pas campagne. On est tout le temps sur le terrain. Les gens me reconnaissent. Je ne vais pas aller distribuer un tract sur le marché. Je suis sur le marché tous les mercredis matins. D'ailleurs, quand j'y suis pas, c'est qu'est-ce qui se passe ? Le maire est là, il n'est pas là, il n'a pas pris ses huîtres. Voilà. Mais j'apprécie avec vous, soyons des républicains, c'est ce qui nous anime, on est d'accord dans le socle des valeurs essentielles de la République. Nous, ce qui nous anime, c'est l'utilité. Et puis, il n'y a pas forcément le mandat d'élu pour être utile. On peut être utile de 10 000 façons, mais ce qui est important, c'est de servir une cause, servir une ambition publique. Ça nous anime, oui, ça c'est sûr. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Déjà, je voudrais aborder la question justement du statut de l'élu qui sera d'ailleurs discuté en juillet prochain à l'Assemblée nationale. Statut qui vise à sécuriser ceux qui s'engagent en politique. Il faut dire qu'il y a une crise des vocations qui est bien là. Les démissions sont de plus en plus nombreuses. Justement, nous avons recueilli en novembre dernier le témoignage de l'ancien maire de Plussulien dans les Côtes-d'Armor. Il a choisi de rendre son écharpe tricolore en plein mandat. Reportage signé Julien Cholin et Madi Diouara. Enfin le temps de s'occuper de son jardin. Après 16 ans passés comme maire de sa commune, Gilles Thomas a décidé de prendre soin de lui et de sa maison. Ah bah oui, j'avais jamais le temps de rien faire. Ça vous prenait du temps ? Au total, on pouvait dépasser les 45. 45 heures par semaine ? Ouais, on pouvait faire ça largement. Et pour quel salaire ? Là, je suis à 900 €. Enfin, j'étais à 900 € par mois. Par mois d'indemnité. 900 et 5 €, je crois. Enfin, voilà. Le maire de cette commune de 400 habitants a annoncé sa démission. Une décision qui a ému les habitants. Beaucoup ici ont affiché leur soutien. Toi aussi, ça va ? Ouais, ça va mieux. Je digère. Une pétition a même circulé au village. Plus d'une centaine de signataires pour lui demander de faire machine arrière. On a signé pour qu'il reste. Mais on ne pouvait pas aller contre sa décision. On voulait montrer simplement qu'on était avec lui, c'est tout. Ça me fait chaud au cœur, c'est sûr. Les gens du cru, les gens de la commune, ceux qui te soutiennent, eux, perdre un maire, c'est malheureux pour eux. Mais des nouvelles élections auront bien lieu, car Gilles Thomas n'a pas changé d'avis.
Ce qui l'a poussé à démissionner, c'est la fermeture d'une classe dans l'école du village. Là, sur la gauche, là. Alors même que le nombre d'enfants scolarisés augmente. Après la fermeture d'un collège voisin, de la poste ou du trésor public, cette suppression de classe a été la goutte d'eau. C'est les articles de presse qu'il y a eu. Donc là plus tenable non plus sur un plan personnel, quand l'exercice du mandat prend le pas sur la vie de famille. De penser à la commune, aux habitants, de solliciter sans arrêt les week-ends, les jours fériés, la nuit. On partage ça en tant qu'épouse, en tant que proche, donc il était temps aussi qu'il arrête. 8 maires sur 10 estiment ainsi que leur mandat a affecté leur santé. Voilà, donc un statut de l'élu qui a été voté à l'unanimité déjà par le Sénat. Donc la balle est dans le camp des députés qui vont commencer les discussions au mois de juillet. Quelle garantie attendez-vous de ce nouveau statut de l'élu qui pourrait émerger? D'ailleurs, la rémunération déjà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas très cher payé d'être maire? C'est même plus clair que ça. C'est que la question, c'est le sujet de l'élu. Moi, je porte ici la voix du sujet de l'élu local, qui lui est quelque part une forme de sous-élu à pas cher, 2-3 câlins, quelques menus monnaies, et ça te suffira bien. Il y a un vrai sujet, évidemment, entre 200, 300, 1000, 3000 habitants, 5000. On voit la différence des mandats. C'est vrai que 2200 € pour une commune entre 1000 et 10 000 habitants, c'est... Avec la question des strates, j'ai amené ma feuille de rémunération. Comme la grande idée, c'est qu'on partage nos enveloppes pour que tous nos conseillers municipaux y aient. La rémunération du maire de Ploie, ce n'est pas 2200, c'est 1640. 1640. Pour 45 heures par semaine, un peu plus non, même. C'est largement plus que ça, puisqu'en fait, quand on souhaite, vous avez vu dans les services, quand on se dit bon week-end, c'est à peu près un vocabulaire qu'on n'a pas connu, nous. Donc évidemment, le premier sujet, c'est une rémunération décente, parce que voyez-vous, sinon ça gomme la démocratie. Ce n'est pas un métier. Il faut la garantir, y compris à ceux qui sont actifs. Comment quelqu'un dans le champ du libéral... comment une maman avec ses enfants, elle va pouvoir s'engager, mais pas un instant. Je vois mes adjoints, mes adjointes. C'est du concret, parce que vous savez bien, hein, moi, j'invente jamais rien, c'est que du vrai. Une adjointe qui est en reconversion, on lui propose une formation maths, tu feras bien l'accueil d'une mairie, bien sûr. Elle a fait 2 mandats aux finances, elle est depuis le dernier adjointe, on cherche un budget municipal. Donc il y a des compétences. Le mandat crée des compétences. Justement, Isabelle Le Callennec, il y a l'histoire aujourd'hui d'une vraie certification professionnelle. On appelle ça la validation des acquis d'expérience. Aujourd'hui, quand on est député, par exemple, on sait quoi? On sait gérer, ou maire, on sait gérer des crises, on sait prendre des décisions, on sait manager. Est-ce que toutes ces qualités-là sont reconnues aujourd'hui quand on arrive sur le marché du travail? En fait, quand on est maire, on est chef d'entreprise. Et effectivement, on développe un certain nombre de compétences. Alors, le statut de l'élu, ça fait des années qu'on en parle. Donc, j'espère quand même qu'on va aboutir à quelque chose. Parce qu'il y a cette question de la rémunération, où effectivement, en début de mandat, vous votez vos propres indemnités. Donc, je pense qu'il faudrait que ce soit clair, qu'il y ait des grilles et que ce soit entendu par tout le monde. Et puis, en effet, vous devez exercer des compétences. Alors, certes, vous les développez. Moi, je pense surtout à tous ceux qui ont une activité. C'est vraiment très juste ce que vous avez dit, une activité professionnelle. Moi, je vois les adjoints à la mairie de Vitré qui sont salariés, chefs d'entreprise, ouvriers, pour lesquels c'est difficile. Donc j'espère, et je crois que c'est dans la loi, qu'on va augmenter le temps dévolu aux élus pour exercer leur mandat. Quand on est salarié dans le privé, il y en a à qui ça pose des problèmes. Donc je pense que les chefs d'entreprise doivent aussi se rendre compte que c'est une chance d'avoir des élus engagés dans la vie municipale. Et puis, en effet, la formation est très utile, mais on a des budgets pour ça. Il faut savoir que les budgets de la formation des élus ne sont pas consommés en début de mandat. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, chacun doit s'organiser. Donc, exactement, il faut du temps pour se former, il faut une indemnité digne de ce nom, et puis il faut en effet une formation au début du mandat. Et puis, il faut savoir pourquoi les élus aujourd'hui renoncent. On a quand même vécu depuis 2020 une période qu'on n'avait jamais vécue. On a commencé par le Covid, ensuite on a eu l'inflation, les normes, l'inflation normative, les difficultés de financement, c'est lourd. Et j'ai envie de dire, plus la commune est petite, moins il y a d'habitants, plus c'est compliqué pour le maire, qui fait tout. Il est chef d'entreprise, il est l'assistante sociale. Quand il y a une catastrophe, c'est lui qui est en première ligne. Alors que dans les villes un petit peu plus importantes, vous avez des services, vous avez des équipes. Donc c'est surtout à eux, je pense qu'il faut penser. Il nous reste 1 minute avant de conclure. Xavier Compain, le dernier mot sera pour vous. Il y a peut-être des gens là qui nous regardent.
qui hésitent à s'engager pour les prochaines municipales. Qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y, ça en vaut la peine. Moi, je leur dis, venez bagarrer avec nous, on va leur faire la peau, on veut un vrai statut. Et le mandat municipal aujourd'hui, ça en vaut encore la peine? Mais c'est un merveilleux mandat. C'est le plus beau des mandats? D'ailleurs, il paraît, moi, j'apprends, comme disait Mandela, mais tous ceux qui ont même été parlementaires vous diront que c'est le plus beau des mandats. Mais pour ça, il faut y mettre des moyens. La démocratie, ça a un prix, ça doit passer d'abord par la première digue que sont les élus locaux. En tout cas, il faut que le Parlement décide vite, parce que les élections municipales, c'est l'année prochaine et c'est au mois de mars. Donc il faut se dépêcher de voter ce texte. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation à cette émission, d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir à tout instant en replay sur notre plateforme web France.tv. La semaine prochaine, un grand bond en arrière dans notre histoire. On s'intéressera au site mégalithique de Carnac. Si tout va bien, très prochainement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais y arriver. C'est l'histoire d'un long combat et d'une mobilisation exemplaire qu'on vous racontera. D'ici là, la suite de Dimanche en politique. Je passe tout de suite le relais à Francis Etellier. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à tous.